Bienvenue sur le ring, l'ODJ TV Radio, professeur Chafer Chalabi. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes gynécologue et également président de l'AMLAC, président donc de l'Association marocaine de lutte contre l'avortement clandestin. 3 rondes thématiques avec vous, professeur Chafer Chalabi. Le tout à la lumière de cette affaire dramatique de viol et de viol collectif en l'occurrence, qui s'est produit fin mars. Et donc cette jeune fille de 11 ans. C'est la date des faits. Donc le jugement qui a été rendu avec un appel suspensif qui a été une nouvelle fois reporté. On va revenir en tout cas là-dessus sur ce ring en 3 rounds avec vous, professeur Chafer Chalabi. Première round, faut-il juger les juges ou les lois? Donc là aussi vous me direz parce que c'est assez confus dans certains esprits. Deuxième round, légalisation de l'avortement. Si l'avortement était légalisé, est-ce que ce drame aurait pu être évité? Et le troisième round, réforme du code pénal et de la Moudawana, parce que c'est d'actualité, a priori c'est dans l'agenda 2023. Est-ce que la légalité de l'IVG, c'est maintenant ou jamais? On y reviendra également, à la lumière aussi de ce combat, le combat d'une vie, votre dernier opus qui vient de sortir, préfacé par Leïla Slimani. Mais on reviendra là-dessus lors de ce troisième round. Premier round, faut-il juger les juges ou les lois, professeur Chafer Chalabi? Oui, alors, bien entendu, vous voulez parler de l'histoire de la jeune fille de 11 ou 12 ans qui a été violée il y a à peu près 1 an, c'était en mars dernier, de l'année dernière, oui, par 3 individus, et de façon répétitive en plus, oui, et qui a engendré, ce viol a engendré une grossesse et une naissance d'un enfant chez une petite fille de 11 ou 12 ans maintenant. Donc c'est absolument dramatique. Il y a de tout dedans. Vous avez le viol, la violence et la grossesse et l'accouchement. Donc il y a tout dans cette histoire. Et il y a aussi la justice qui a été saisie. Et il y a un jugement qui a été 24 mois de prison pour 2 d'entre eux. Tout à fait. Et 18 mois. Mais là, dans cette affaire-là, on l'a vu, vous l'avez vu depuis une dizaine de jours, contestation populaire, des opinions publiques qui se sont mobilisées, des ONG pour dire voilà, il faut. Donc on a vu d'un côté ceux qui appellent à ceux qui ont jugé ou rejugé le juge en tout cas, et d'autres qui disent qu'il faut réviser les lois. Est-ce que vous là-dessus, parce qu'on va revenir sur l'IVG aussi et sur l'avortement, est-ce que vous dites qu'il faut d'abord juger ce jugement qui a été rendu par ce juge, ou d'abord il faut juger les lois, revoir les lois? Dans cette histoire, c'est les deux. C'est les deux parce que déjà, tout le monde est absolument surpris de ce jugement très clément vis-à-vis de ces 3 individus. Qu'est-ce que c'est 2 années de prison et même 6 mois avec sursis? Est-ce que c'est la première fois, Chafer Chalabi, professeur Chafer Chalabi, qu'on a des jugements de cette nature-là, à ma connaissance, extrêmement light au vu des faits? Je rappelle. À ma connaissance, oui, mais je suis sûr qu'il va y en avoir d'autres, mais qui n'ont pas été aussi médiatisés. Parce que là, il s'agit d'une petite fille, parce que maintenant, les réseaux sociaux sont très actifs et ils ne laissent rien passer. Parce que cette histoire aurait très bien pu, si elle était arrivée il y a une ou 2 décennies, peut-être qu'elle serait passée comme ça et personne n'aurait rien dit. Mais maintenant, les réseaux sociaux et puis aussi la vigilance des associations, de la société civile, etc., fait qu'elle ne laisse rien passer. Heureusement. Elle ne laisse rien passer, sauf qu'elle a laissé passer des choses, parce que selon une étude qualitative qui a été menée par une ONG, Massektesh, donc c'est ce réseau de femmes militantes, oui, également 80% des peines qui ont été prononcées par les tribunaux suite à des faits quasi identiques, en tout cas de viol, pas forcément de viol collectif, mais de viol avec violence et agression sexuelle, les peines ont toujours été largement en deçà de ce que prévoit la loi. Donc ce n'est pas la première fois qu'on a un jugement qui est rendu par un Est-ce que vous parlez du Maroc ou de parler... Je parle du Maroc. Du Maroc. Cette étude a été menée chez nous. Donc ça veut dire qu'on est très souvent, dans la majorité des cas, dans une large majorité des cas, professeur Chalabi, lorsqu'un juge se prononce, lorsqu'il y a viol sur mineur, on est toujours en deçà de ce que prévoit la loi. Déjà, vous savez que beaucoup
de personnes ne vont même pas déposer plainte. Ça, généralement, c'est C'est déjà ça. C'est les majeurs, ça. Déjà ça, majeur, oui, Ouais. effectivement. Et même mineur. Vous savez que les parents ont peur de la honte, ont peur du déshonneur, donc ils ne vont pas déclarer. Et ils ne vont pas déposer plainte. Et les majeurs aussi, parce que vous savez comment ça se passe quand elle se présente, on la critique sur sa manière de s'habiller, sur pourquoi elle est sortie le soir, Elle a une etc., attitude etc. provocatrice ou pas. Mais Et que finalement, quand elle passe en jugement, ben oui, il y a beaucoup de clémence. en tout cas, dans 80% des cas, donc je m'appuie sur l'étude de cette ONG, Massektech, qui a été menée dans 80% des cas de viol, d'agression sexuelle sur les femmes et essentiellement sur les mineurs, ça se solde par des condamnations en deçà de ce que prévoit la loi, sachant que pour un viol avec agression, c'est entre 10 ans et 20 ans. Ça, c'est ce qui est prévu par la loi. Mais généralement, les juges tiennent compte s'appuient sur les circonstances atténuantes. Tout à fait. Où c'est les conditions sociales, et là c'est ce qui est en l'occurrence ce qui a été retenu par le juge, ou c'est le fait qu'il n'y ait pas d'antécédent, un casier judiciaire vierge à la matière. Donc dans la majorité des cas, c'est les circonstances atténuantes qui sont retenues pour alléger la peine. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Donc la loi est claire. Dans ce cas précis, on ne sait pas s'il y a défloration ou pas. Et il y a eu déploration. On sait qu'il y a déploration. Oui. Donc, Alors il y a là, il y a eu tout. viol collectif, violence, déploration et grossesse. Et à la sortie, donc vraiment, il n'y a aucune circonstance atténuante. Mais ici, d'après ce qu'on a lu dans la presse, c'est que le juge aurait pris justement des circonstances atténuantes vu la situation sociale des individus. Le fait qu'il n'y ait pas d'antécédent judiciaire. Oui, et le fait qu'il y ait un point sur lequel je voulais vous interpeller, professeur Shafik Chalabi, le fait qu'aussi cette question du consentement. A priori, après lecture aussi de ce rapport établi par le juge, d'accord, c'est pas très clair. Il pourrait y avoir une interprétation des lectures, comme quoi, voilà, il y aurait pu, voilà, la circonstance atténuante, un peu du consentement, ce qui a fait soulever d'ailleurs et bondir les ONG féministes en disant il n'y a pas de question de consentement lorsqu'on en parle d'un mineur. Absolument, c'est exactement ça. Est-ce que là-dessus vous dites voilà, bien entendu, ici c'est une mineure, donc il n'y a forcément pas consentement. Parce qu'une mineure, même si elle dit oui, même si elle va avec eux, avec de son propre gré, ben, elle est mineure, elle ne comprend rien. Vous pouvez lui faire miroiter n'importe quoi et puis elle va. Mais justement, et c'est ça, on en parlera tout à l'heure concernant l'avortement, etc. Parce que justement, ce sont des jeunes filles qui ne comprennent rien et qui sont encore très jeunes, qui sont immatures. Et donc, on peut très très bien se foutre d'elles. Est-ce que cette immaturité, je vais être un peu provocateur avec vous, professeur Shafik Chalabi, est-ce que cette immaturité, cette innocence, est-ce qu'elle est propre à tous les enfants, à toutes les jeunes filles? En général, oui. Non, mais je vous pose la question parce que... En général, oui. 11 ans, on ne comprend rien encore. 12 ans, 13 ans, 14 ans. 13 ans. Et d'autant plus, et ça c'est très important, quand il n'y a pas d'éducation sexuelle, ni dans les écoles, ni dans les associations, ni dans les maisons, dans les familles. C'est-à-dire que ces jeunes filles, on ne leur apprend pas, dès leur jeune âge, de faire attention. Qu'est-ce que c'est la sexualité? Que quelqu'un, quand il leur tourne autour, il cherche quelque chose. Donc, elles doivent se méfier. Donc, mais c'est tabou. Mais en même temps, il faut la sexualité est tabou. Éducation sexuelle auprès des jeunes. Très important. Mais il y a les avocats aussi, les collectifs d'avocats qui sont mobilisés suite à cette affaire également de Tiefeld, en disant il faut aussi rééduquer, en tout cas former en tout cas les magistrats et les juges sur ces questions-là, ils les rendent de manière à développer une sensibilité de la part du corps des magistrats sur le fait qu'une jeune fille, il n'y a pas de question de consentement et que lorsqu'il y a viol et viol collectif, la peine maximale doit être appliquée. Vous êtes favorable à ça? Ah, je suis absolument favorable, c'est normal. Ici, vous avez toutes les circonstances aggravantes. Toutes, elles sont là. Donc là, on doit aller à 30 ans de prison indiscutablement. Est-ce que ça veut dire pour et autant... peut-être même plus, parce qu'il y a grossesse. Est-ce que pour autant, professeur Chalabi, vous dites aussi que ces circonstances atténuantes, dans le cas de viol avec violence sur mineur avec grossesse non désirée, est-ce que là aussi, on doit faire en sorte que les circonstances atténuantes ne pourraient plus être à plus jamais retenues par des juges? Mais absolument, il n'y a pas de circonstances atténuantes dans des situations pareilles. Il n'y a pas de circonstances atténuantes. S'il y a un doute, et que la personne était consentante, et que la personne est partie avec la personne dans une chambre d'hôtel, et que finalement, elle
se dit être violée, là, on peut trouver des circonstances, effectivement, parce que la personne a accompagné l'autre, etc. Mais quand il n'y a rien de tout cela, et c'est le cas de cette jeune fille. C'est ce qu'on nous dit. En Et tout donc- cas, et donc, c'est ce qui a été rappelé et dit. Est-ce que sur les violences, est-ce qu'il y a eu réellement violence? Viol, oui. Viol collectif, oui. Non, viol collectif, de toute façon, un viol est une violence Par définition. sexuelle. C'est une violence. Et donc, il y a un viol collectif et répétitif en plus. Donc la jeune fille, elle recevait, elle avait peur parce qu'on l'a menacée. Et la violence était encore, voilà, du côté des menaces qu'elle recevait. Parce qu'elle recevait de son violeur, il disait, que l'oubli, en si fait- tu le dis à tes parents ou à quiconque, ben, je te tuerai. Donc elle était complètement... là, il y a absolument toutes les circonstances. Donc violence aggravantes. physique et violence psychologique. Psychologique, Une violence que absolument. parfois on occulte. Juste Tout à une fait. dernière réaction, professeur Chalabi, avant de passer au deuxième round, sur la déclaration du Abdef Ouabi, lorsqu'il a pris acte et lecture de jugement qui a été rendu, donc 18 mois ferme pour 2 d'entre eux, avec 6 mois avec sursis, et 2 ans ferme, 24 mois de prison pour le père de l'enfant, puisqu'il y a un test ADN qui a été réalisé. Bravo pour M. Wabi, parce que je tiens ici à vraiment lui rendre hommage pour ce qu'il est en train de faire. Véritablement, c'est quelqu'un qui a beaucoup de courage, parce qu'il est en train de travailler sur, et ça je le sais, puisque j'ai eu même une audience avec lui dans son bureau, et il travaille sur toutes ces libertés fondamentales. Et sur lesquels on va revenir, ça tombe très bien. En plus, on a la chance à l'ODJ TV Radio d'avoir un invité aujourd'hui, professeur Shafik Chalabi, qui était il n'y a pas très longtemps et qui a eu une audience avec l'Abdef Ouabi, qui est en charge de nous présenter dans les prochaines semaines, a priori, la nouvelle mouture du code pénal et la nouvelle mouture de la Moudawana. Mais avant cela, sur le deuxième round, la thématique, si la légalisation de l'avortement était une réalité, ce qui n'est toujours pas le cas, et on y reviendra, est-ce que ce drame de Tiefeld aurait pu être évité ou pas, selon vous, professeur Shafik Chalabi? Ben, écoutez, ce n'est pas le viol qui aurait été évité. Le viol aurait eu lieu. De toute façon, il y a toujours viol. Le viol, depuis la nuit des temps, il existe et il existera toujours. Donc, ce n'est pas le viol qui aurait été évité. Mais ce qui aurait été évité, c'est essentiellement la grossesse. D'abord, la grossesse aurait pu être évitée par... nous disposons d'une contraception d'urgence. La contraception d'urgence, c'est qu'on appelle la pilule du lendemain. C'est une pilule qui est prise suite à un viol, par exemple, ou bien suite à une personne qui a eu un rapport sexuel qui n'était pas prévu, qui n'était pas protégé par une méthode contraceptive, ou bien par une personne qui a oublié de prendre sa contraception, ou bien encore lors d'un rapport sexuel, par exemple, où il y a eu une déchirure du préservatif. Donc, tous ces cas-là, Donc, un accident de parcours, comme on dit. un accident de parcours, on peut utiliser la contraception d'urgence, qui est la pilule du lendemain, qui peut être utilisée dans les 5 jours qui ont suivi ce rapport, cet acte. Donc, ça, c'est connu. C'est une excellente indication de la contraception d'urgence et le viol. Quand Donc, on est une jeune on aurait pu éviter, Une partie, c'est-à-dire, vous dites, on aurait pu éviter en partie ce drame. on aurait pu éviter la grossesse, Oui. et donc par la contraception d'urgence. Et si grossesse il y a, on aurait pu éviter la naissance d'un enfant chez une fille de 12 ans, issue d'un viol par une interruption de grossesse. Et justement, une interruption qui doit être faite dans les règles. On va revenir de l'art. effectivement, professeur Shafik Chalabi, lorsqu'on a 11 ans, qu'on habite dans un douar, qu'on est issu d'un milieu relativement précaire socialement, la pilule du lendemain, ça nous paraît extrêmement éloigné. Et pourtant, elle est en vente libre en pharmacie. Qui plus est, lorsqu'on est Elle est en vente libre en pharmacie. Victime de viol avec violence à répétition, est-ce qu'on peut penser aussi raisonnablement qu'une jeune fille de 11 ans, parce qu'elle avait 11 ans lors des faits, peut être sensible à cette question de la pilule du lendemain? Est-ce que là, il n'y a pas nécessité aussi d'avoir aussi un accompagnement qui soit visible, voilà, une antenne médicale qui soit visible par rapport à cette catégorie de personnes? C'est là, M. Halawi, c'est ça l'importance de l'éducation sexuelle. Si cette jeune fille avait eu une éducation sexuelle, on lui aurait parlé d'abord comment éviter des rapports sexuels qui ne sont pas consentants, et aussi quelles sont les méthodes pour éviter une grossesse, c'est-à-dire connaître toutes les méthodes de contraception, dont la contraception d'urgence.
Et si ce n'est pas elle, ben, au moins ses parents ou une association. Si ses parents avaient su l'existence de cette pilule, ils seraient allés directement en pharmacie acheter cette pilule qui coûte 120 dirhams. Donc même alors au moins, on aurait évité la moitié du drame. 120 dirhams, C'est-à-dire la pilule du lendemain, 120 dirhams. 120 dirhams. C'est un budget quand même. Quand on vit dans un douar et qu'on est dans la précarité sociale, la pilule du lendemain, 120 dirhams, et qu'en plus on est perturbé psychologiquement parce que les victimes de viol et de violence. C'est très peu cher par rapport aux conséquences qu'il y a eu une grossesse et un accouchement. Alors 120 dirhams, je pense que vraiment, si ces personnes-là savaient qu'elles pouvaient prendre une contraception d'urgence, elles auraient au moins évité une grossesse non désirée. Et maintenant que la grossesse non désirée a eu lieu, alors au moins le législateur puisse lui donner le droit d'aller se faire avorter dans la légalité, pas dans la clandestinité. Rappelez-vous de la petite fille de Midelt qui est décédée justement. 14 ans, qui se prénommait Myriam. Absolument. La petite fille clandestin qui vous avait fait bondir là-dessus. Absolument. Et à cette époque-là, je me souviens, vous avez fait une déclaration, en tout cas dans la presse, vous êtes toujours très dynamique et en première ligne là-dessus, en disant « j'accuse ce gouvernement ». Absolument. Est-ce que la valeur aujourd'hui, par rapport à ce nouveau drame... J'accuse ce gouvernement parce qu'il n'a pas donné la possibilité. Vous savez, M. Halawi, qu'en 2016, l'ancien gouvernement avait adopté une loi. On va revenir là-dessus sur le troisième round et le troisième thème. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que valeur aujourd'hui, vous dites, même s'il y avait eu un cadre juridique qui légifère sur l'exercice reconnu de l'avortement, de l'interruption volontaire de grossesse, ce plus connu sous le sigle d'IVG, on n'aurait pas pu éviter ce drame, ou même en partie, parce que le plus important dans ce cas précis, c'est de sensibiliser à l'éducation sexuelle. Absolument. C'est ça, beaucoup plus que le cas juridique sur l'IVG. Moi, tout ce que je dis, c'est que véritablement, si on avait, si ces personnes-là, cette famille, cette jeune fille, ses parents avaient la possibilité d'aller la faire avorter dans un cadre médical légal, eh bien, au moins, on aurait évité la moitié du problème. Vous savez, parce que là, maintenant, c'est pas fini pour cette jeune fille. Elle a été violée. Imaginez psychologiquement comment elle va vivre cela toute sa vie. Mais en plus, à son âge, elle va devoir avoir un enfant et devoir mener de façon un enfant qui est illégitime. Est-ce que le papa de l'enfant, donc, qui a été identifié via le test ADN, peut revendiquer la paternité? C'est que la loi qui doit lui imposer de revendiquer cette paternité. Et il doit normalement être en charge. Et d'ailleurs, c'est ce que M. Wahbi a toujours dit. Oui. Il faut que le père soit en charge de cet enfant jusqu'à au moins sa maturité, jusqu'à au moins 21 ans. Sauf qu'il n'y a pas d'obligation légale en la matière. Mais c'est ce que maintenant on essaye de faire, et c'est ce que M. Wahbi était en train de dire dernièrement. C'est que cette personne, même quand il n'y a pas eu viol, même quand il y a eu consentement, mais qu'il y a eu grossesse, eh bien, que cette personne, si elle n'a pas pu accéder à l'IV, à l'interruption de grossesse, à ce moment-là, si l'enfant est né, ben, il faut que le père, effectivement, prenne les responsabilités. Et se retrouve dans l'obligation d'eux, mais ça, c'est un autre chantier juridique. Tout à fait. Non, mais là, c'est quelque chose qui doit absolument... Maintenant, puisqu'on est en train d'amender le code pénal, il est en pleine ébullition, le code pénal marocain, et tout le monde est en train de... Nous sommes en train de travailler sur les libertés fondamentales, sur un certain nombre... Ce qui a été produit par le collectif dont vous faites partie. Les 8 membres. Mais on va aussi y revenir justement dans le cas du troisième round. Professeur Shafik Chalabi, donc effectivement, ébullition, c'est le terme que vous avez employé concernant le code pénal et la Moulawana, grosse attente sur le terrain, beaucoup d'espoir. J'espère. Certains considèrent que ces espoirs-là ne doivent pas être traduits par du désespoir sur les attentes de droits de succession, mariage des mineurs, la question effectivement aussi de l'IVG pour légiférer complètement et surtout l'applicabilité de cette loi, parce qu'elle est je crois savoir, je parle sous votre couvert, qu'elle est toujours dans un tiroir, ou bloquée en tout cas, depuis quelques années. Absolument. Mais revenir sur la thématique du troisième round, réforme du code pénal, Moudawana, l'égalité de l'IVG, maintenant ou jamais. On sait très bien que ça fait des décennies. Écoutez, ouvrage-là, le combat de vie, l'avortement. Vous avez eu l'occasion, M. Halawi, de modérer un débat national en 2016 à la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc. Vous-même, vous avez modéré ce débat. C'était il y a 8 ans déjà. C'était
pour moi, c'était une journée historique. C'était un 16 mars 2015 où Sa Majesté a lancé un communiqué disant qu'on devait discuter la question de l'avortement. Et comme vous le savez, il a convoqué le ministre des Affaires islamiques, le ministre de la Justice et le président du CNDH. Et au bout d'un mois, ils sont revenus avec leurs conclusions disant que l'avortement pourrait être autorisé en cas de viol, d'inceste, de malformation fœtale et de jeunes filles qui ont un handicap mental. Puis, alors, ce projet est passé au Parlement et est resté dormant au Parlement jusqu'à ce jour. Donc ça fait qu'il est dormant depuis 2016. Depuis 2016. Alors, Donc, le problème, c'est que ce projet de loi a été introduit dans l'amendement de tout le code pénal, enfin d'un certain nombre d'articles du code pénal marocain. Ce qui fait, c'est pour cela que d'abord, il a pris beaucoup de temps, parce qu'il fallait discuter tous les articles. Et en plus, il a été bloqué, paraît-il, pas bloqué pour lui-même, mais on a bloqué un autre article du code pénal et on a fait la loi du tout ou rien. C'est-à-dire, soit on fait tout passer, soit on fait rien passer. Est-ce que ça n'a pas bon dos, ça, de dire on prend son temps parce qu'il faut tout réviser, réviser tous les articles avant de faire passer cette loi, alors que certains vous diront qu'il y a une absence de volonté politique et que c'est ça essentiellement pour la raison majeure et principale du pourquoi ce projet de loi concernant l'IVG est bloqué depuis 2016, c'est-à-dire depuis 7 ans. Je rappelle qu'il y a des pays où les démocraties sont plus avancées, si je puis dire entre guillemets, et qui ont légiféré là-dessus, dans un sens comme dans l'autre. Mais il a fallu nécessairement que ce soit sourcé, appuyé et porté par une volonté politique. Est-ce que chez nous, c'est le cas ou pas? Justement, malheureusement, ce n'est pas le cas. Parce que, vous avez dit certains pays, ce n'est pas certains pays, c'est 95% des pays occidentaux, 95% qui ont légalisé l'avortement. Quand on voit en Europe, par exemple, il y a à peine 2 pays qui n'ont pas, c'est la Pologne et le Vatican, 2 États. Alors, tous les autres, l'avortement est libre. IVG, interruption volontaire, c'est-à-dire un choix du corps. Au Canada, aux États-Unis, pas dans tous les États. Il y a eu, oui, mais il y a des États qui, même s'ils sont minoritaires, une dizaine d'États sur 40, une dizaine d'États. Et maintenant, alors, j'ai été il y a quelques années en Afrique pour justement un débat sur la question de l'avortement. Il y avait que 2 pays en Afrique où c'était légal. C'était la Tunisie et l'Afrique du Sud. Eh bien, en 4 ans, beaucoup de pays ont travaillé et ont avancé. Le Bénin, le Zimbabwe, le Cap-Vert et d'autres pays. C'est-à-dire que vous dites qu'on est en train de prendre du retard, y compris sur le continent. Le problème, ça y est, a été réglé, ils ont légalisé, ils ont légiféré parce que nous n'avons pas le choix. L'avortement, le combat d'une vie. Nous n'avons pas le choix. Le combat d'une vie, ça fait des décennies que vous militez là-dessus pour que cet avortement soit légiféré, soit légal et non pas illégal. Vous luttez contre les avortements clandestins. Vous les dénoncez Tout à fait. Depuis des années. Est-ce que vous pensez que cette fois-ci, il y a la volonté politique qui sera exprimée, parce qu'elle sera nécessaire, pour que le droit à l'avortement soit consacré dans le prochain et le futur code pénal, ou vous pensez que même là, ça risque d'être un peu compliqué, parce que je rappelle qu'en 2022, septembre, vous avez ce ton accusateur à l'égard du gouvernement suite à cet avortement clandestin qui a coûté la vie à une jeune fille de 14 ans. Et ce n'est pas la seule. Il y en a eu encore une, et une autre. Est-ce que vous pensez que cette fois-ci, ça sera maintenant ou jamais, l'IVG? Absolument. C'est maintenant ou jamais. Parce que la goutte a déjà fait déborder le vase. Le vase, il est déjà complètement... Parce que, en voyant ces mortalités que nous sommes en train de voir, en voyant maintenant la mobilité de la société civile pour ses droits fondamentaux, et en voyant aussi un gouvernement maintenant qui est quand même un gouvernement que l'on peut considérer de libéral, de moderniste. C'est avec le PAM et le RNI et même maintenant l'Istiklal qui est beaucoup moins conservateur qu'avant. Donc je pense que c'est vraiment. Mais ça veut dire moment. quoi? Ça veut dire que ce que vous attendez, vous, professeur Chafik Chalabi, c'est une légalisation totale, sans condition et sans conditionnalité? Non, je pense pas. Non. Vous dites que ce projet de loi qui est bloqué depuis 2016, en fait? Non, je sais que nous sommes encore loin pour le choix du corps et l'IVG total, non. Mais moi je dis, et ça je le répète, et c'est pour cela que mon livre s'intitule Le 453.
Oui. Le 453, c'est l'article du Code pénal qui, lui, c'est le seul article, depuis l'article 449 jusqu'à 457, ils punissent tous l'avortement. Le 453 est le seul article qui ne punit pas l'avortement. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit l'avortement n'est pas puni lorsqu'il vise à sauvegarder la vie ou la santé de la femme. Et la santé, ça ne veut pas dire une santé physique, elle a une maladie cardiaque, un cancer, etc. Hop, on peut lui faire une interruption de grossesse. Non, la santé est définie par l'OMS comme étant un état de bien-être physique, psychologique et social. Donc moi je dis, quand la santé physique ou psychologique ou sociale de la femme est menacée, on est en droit de faire. C'est-à-dire, cette femme, elle va faire une dépression, et donc peut-être même elle va aller vers le suicide, donc on est en droit. Même sa situation sociale va se dégrader, elle va être complètement écartée par la société et complètement marginalisée, donc elle est menacée. Alors, dans ces situations-là, et là, on va pouvoir vraiment, sans rentrer dans aucune considération, ni religieuse, ni autre, c'est un problème de santé publique, c'est un problème de santé. Donc cette loi, ce projet de loi bloqué donc, depuis 2016, ce que vous souhaitez avant tout, c'est qu'il soit débloqué en 2023. Je l'espère, parce que les 4 situations qui ont été adoptées par le Conseil de gouvernement que je vous ai cité tout à l'heure, c'est bien, mais ce n'est pas assez. Ça n'englobe que 10%, peut-être 15% des situations que nous vivons au quotidien. Moi, en tant que médecin, ce que je vois, il y a beaucoup d'autres situations que je vois de grossesse non désirée. Donc, ça ne résout pas. Alors, prenons la santé dans ses composantes, et quand elle est menacée dans ces 3 composantes, alors donnons le droit à cette femme de faire un avortement légal, c'est-à-dire, au lieu d'aller le faire clandestinement, soit par des médecins, mais dans des KGB, c'est-à-dire dans un cabinet médical, pas d'anesthésiste spécialisé qui est à côté, donc avec tous les pas risques, d'asepsie, pas de bloc opératoire. Et pire encore, Et ce sont celles qui n'ont pas les moyens d'aller payer chez le médecin et qui vont faire l'avortement clandestin traditionnel, c'est-à-dire chez l'herboriste, chez la faiseuse d'ange, chez des personnes qui ne sont pas du tout et je rappelle également à faire l'avortement. Et c'est là où on voit des complications graves. Ces personnes qui ont recours à l'avortement clandestin, elles encourent aussi 2 ans de prison, pour revenir toujours à la loi. Voilà. Merci infiniment à vous, professeur Shafiq Chraibi. Je rappelle président de l'AMLAC, l'association marocaine de lutte contre l'avortement clandestin, gynécologue de métier. Merci à vous. D'accord. Auteur de cet dernier ouvrage, dernier opus, 453. C'est pas le numéro de cellule, hein, d'une prison. Voilà, hein, c'est le numéro de l'article que je suis en train d'essayer pénal de faire de sorte à ce qu'il puisse être amendé. Le combat d'une vie, professeur Shafiq Chraibi, donc aux éditions Marsan. Voilà, et je rappelle préfacé également par Leïla Slimani, que je remercie. Elle qui milite aussi pour l'article 490 sur les libertés fondamentales et les libertés personnelles de pouvoir disposer de son corps lorsqu'il y a consentement entre adultes consentants. Tout à fait. Merci en tout cas infiniment à vous, professeur Shafiq Chraibi, et à très bientôt. Merci à vous.